La musique adoucit-elle les mœurs? Bien sûr, qui ne connaît le bonheur d'une messe de Jean-Sébastien Bach, d'un solo de Louis Armstrong par exemple. Mais il existe aussi des mélomanes au cœur nazi. Tout compte fait, je prétends qu'il n'y a rien de mieux que la musique pour se convaincre que la vérité de l'expérience humaine se conjugue au singulier. Mon enfance en Bulgarie a baigné dans la musique. La voix de mon père qui chantait à l'église ou dans des chorales prestigieuses, le violon de ma sœur, formé d'abord au lycée musical de Sofia, puis au conservatoire de Moscou, je les admirais, mais j'étais incapable de les suivre. Nous nous réservions, maman et moi, les mathématiques. La musique classique, Mozart, Haydn, Bach, les baroques Vivaldi et Monteverdi, et bien sûr le jazz avec ses variations. Il m'accompagne quand j'écris, m'imprègne délicatement quand je m'essaye au roman. Le tact nécessaire pour composer une phrase et le récit, j'ai l'impression de l'inventer en écoutant mes musiciens préférés, dans des interprétations évidemment célèbres, mais aussi nouvellement découvertes. Ne sachant ni chanter ni jouer d'un instrument, je vis la musique par l'écoute. Écouter, n'est-ce pas le plus intellectuel et en même temps le plus intime, le plus secret de tous les sens? Et c'est dans le langage que je me surprends d'entendre des fréquences et des intensités, des rythmes et des mélodies qui habitent les mots, sous-jacents à leur signification, et qui leur confèrent cette intensité, cette incarnation dans lesquelles s'accomplit la poésie. La musique dans les lettres est le titre d'une des proses les plus célèbres du grand poète Stéphane Mallarmé, qui a vécu à la fin du XIXe siècle et qui a sorti la poésie française de l'alexandrin pour lui imposer le vers libre, tout en allitération et en mélodie, terre promise du symbolisme. De mon autre vie, derrière le rideau de fer, j'aurais voulu cependant vous faire entendre le concert pour violon numéro 3, interprété par David Oistrakh, et le double concerto de Brahms, joué par David Oistrakh et Mstislav Rostropovitch. Le tremblé cristallin du violon, le tendre velouté du violoncelle s'élève ici à une telle puissance de dialogue qu'aucune oppression ni déchéance politique ne peuvent vous empêcher de parier sur la liberté qui existe, qui ne peut pas ne pas exister, qui ne peut pas ne pas venir. Pourtant, pour dissiper vos humeurs toxiques, je vous propose d'entendre aujourd'hui ces excès ludiques dans lesquels, par la grâce d'Ella Fitzgerald, les mots se diffusent dans le prélangage des bébés que vous avez oublié d'être. Et la folie, que vous ne vous permettez pas, se sublime dans la sonorité de ce qu'on appelle vocalise jazz. Le texte épouse la mélodie. Les règles de vie s'adaptent autant que possible au battement des sens. La morale à l'attraction des peaux et à la furie des sexes. Les interdits au jouir à mort. Swing, bebop, soul, jusqu'à ce que les vocalistes jazz rencontrent Louis Armstrong et se délivrent du texte, de la morale, des mots eux-mêmes. S'éclatent en ce qu'on appelle le scat, se disséminent en timbres, syllabes concassées, un san justesse, le corps entier entre glotte et oreille accordées. C'est le délire musiqué. Balayer les conflits, les douleurs, les envies, épuiser les images, les intrigues, les impasses. Vous pouvez la jouer aussi plus froidement, plus sagement, comme une musique sérielle. Vous rompez alors l'harmonie conventionnelle par une succession rigoureuse de sons et, à force de modulation, vous arrivez à une totale abstraction, absence de repères. Est-ce dangereux? Libre à vous d'ajuster la mélodie au timbre. La musique, en somme, c'est la plus rigoureuse des libertés. Écoutez Ella Fitzgerald, par exemple, dans Conversation in Jazz.